le combat sous-marin, le point de vue italien. Alors on change d'échelle, parce que ça n'a rien à voir avec la guerre sous-marine menée par les Allemands, en termes d'espace, de zones et également d'effectifs engagés, mais tout de même, on a quand même au cours de la guerre une flottille de 74 sous-marins pour les Italiens, dont 50 qui sont opérationnels, de plusieurs modèles différents, et grosso modo 1500 sous-mariniers, 1600 sous-mariniers. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre 1915 et 1918, le nombre d'officiers multiplié par 4, le nombre de sous-mariniers multiplié par 5, et l'on passe aussi de 22 sous-marins opérationnels en 1915 à une cinquantaine, disons, soixantaine en 1918. Donc, je vous dis ces chiffres pour montrer que les sous-marins ont intéressé beaucoup les Italiens. Et cela pour plusieurs raisons, et j'aimerais donc aborder 3 points très rapidement, en 10 minutes. Premier point sur la précocité, me semble-t-il, de l'arme sous-marine pour les Italiens, des choses tout à fait étonnantes. Un deuxième point sur l'utilisation de ces sous-marins, je appelle l'utilisation polymorphe, finalement, adaptée aux exigences tactiques. Et un troisième point sur un médiocre bilan d'utilisation de ces sous-marins. Alors le premier point qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur la question, c'est le caractère précoce de l'arme des sous-marins. Les Italiens ont à leur disposition un ingénieur naval de grand talent qui s'appelle Cesare Laurenti, qui est certainement le père des sous-marins italiens, un peu l'équivalent de Giulio Due pour l'aéronautique, si vous voulez. Dès 1896, 1900 et 1901, il écrit dans la Revista Maritime 3 articles qui font sensation, car il annonce l'utilisation tactique des sous-marins, en termes défensifs et offensifs, annonçant au fond la révolution. Et Cesare Laurenti est certainement celui qui est à l'origine des innovations les plus précoces. Le premier sous-marin italien, c'est le Delfino. Je présente ici une présentation. Vous voyez que la proue du sous-marin est totalement arrondie. En fait, c'est un véritable sous-marin, c'est-à-dire destiné à plonger. Il est mis en service entre 1889 et 1892, sensiblement au même moment que le gymnote français. Ce qui est intéressant, c'est que Laurenti modernise le Delphine et en fait un submersible, c'est-à-dire un bâtiment qui est capable de naviguer en surface et de plonger. Parce que, et on voit là le Delphine aménagé dès 1902-1903 avec une coque plus effilée, et également des inventions qui sont italiennes. On a le kleptoscope, qui est inventé par un Italien, qui est l'ancêtre du périscope. Le principe de l'utilisation du moteur diesel en surface et du moteur électrique en plongée. Et enfin, la troisième innovation de Laurenti, c'est la double coque. Une coque interne, résistante, qui est entourée par les ballastes, le réservoir et la citerne, et une coque externe, profilée comme un torpilleur, qui permettait en quelque sorte aux sous-marins de pouvoir mener un combat en surface. Et donc avec cette double coque, Laurenti crée des nouveaux bâtiments d'une vingtaine d'hommes d'équipage, de 40 mètres de long, avec une plongée de 35 à 40 mètres, 2-3 torpilles, très efficaces pour mener des opérations ponctuelles ou de défense ou d'attaque. Puis on a un autre ingénieur naval aussi, qui s'appelle Virginio Cavallini, qui à la fin de la guerre crée ce sous-marin Pietro Mica, qui est un sous-marin de 60 mètres de long, beaucoup plus efficace que les sous-marins Laurenti, avec 2 canons de 76 mm, donc destinés surtout à mener des opérations anti-sous-marines, comme vous voyez sur le pont, quarantaine d'hommes d'équipage, 65 mètres de long, et qui annonce au fond la nouvelle génération des sous-marins de l'entre-deux-guerres, de la Deuxième Guerre mondiale. Là, nous sommes avec l'ingénieur naval Virginio Cavallini dans une logique de mutation de l'arme sous-marine en 1918. Je dois dire que c'est également une production nationale. Les sous-marins sont construits par les Italiens, pour les Italiens, en particulier par des arsenaux publics, comme l'arsenal de Venise, mais aussi des chantiers privés, comme le chantier naval Fiat San Giorgio, près de La Spezia, où l'on voit sortir le sous-marin Belle-Île, par exemple. Et donc, la flottille sous-marine italienne, il y a peu de sous-marins étrangers. Il y a un sous-marin allemand, 8 sous-marins qui sont construits au Canada, classe H, et 6 sous-marins qui sont donnés par la Royal Navy,
Mais alors je ne veux pas passer la susceptibilité des Britanniques, mais alors ils sont toujours en panne. Et ces sous-marins de la Royal Navy servent surtout dans les ports, pour garder les ports, pour servir de navire école. On s'en débarrasse comme on peut. Puis, il y a aussi un savoir-faire reconnu, je crois que c'est important, parce que cette capacité, ce savoir-faire italien s'exporte. On a par exemple la marine suédoise et danoise qui achète un sous-marin, Foca, italien. La marine britannique qui acquiert la licence de production des sous-marins de classe Méduse, dont je parlerai tout à l'heure, sous-marin italien. L'Allemagne fait construire en Italie un sous-marin de 700 tonnes, qui n'est pas livré en 1914 parce que l'Italie est neutre. N'oubliez pas que l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne en 1916, hein, c'est un prétexte. Mais ce sous-marin allemand, alors qui est destiné à mener type U-boat, mais 60 mètres de long, une capacité opérationnelle beaucoup plus importante, et qui est destiné à mener les opérations de l'Atlantique finalement, est réquisitionné par les Italiens et transformé, rebaptisé du nom de Balil. Balil est le nom de l'enfant qui a déclenché la révolte de Gênes contre les Autrichiens en 1746. Donc vous voyez, Balil a aussi une signification totalement politique. Donc tout ça pour vous dire que les Italiens ont été, pardonnez-moi, mais semble-t-il, avant la guerre, à la pointe du progrès et de l'innovation. De ce fait, on a, au cours de la guerre, une flottille de sous-marins qui est adaptée aux exigences tactiques, offensives et défensives. Je l'explique. Les sous-marins les plus anciens, type Delfino, et puis par la suite Glauco, ou encore Foca, qui sont les premiers sous-marins qui entrent en service entre 1902 et 1910, sont des petits sous-marins vieux, lents, peu armés. Alors ceux-là sont destinés à mener des opérations de défense des ports. Et dans l'Adriatique, mais aussi en Tyrrhénienne, pour protéger la Spezia par exemple. Ou assurer parfois des convois entre Gênes, Naples, autre Gênes et Gibraltar. Vous voyez, une utilisation bien précise. Et puis, il y a aussi des sous-marins spécialistes de la guérilla navale qui sont mis en chantier. On a quand même 6 sous-marins de poche qui sortent des chantiers navals italiens, 13 mètres de long, un officier, 3 officiers, 2 torpilles placées de part et d'autre de la côte. Alors ces sous-marins de poche de 13 mètres de long étaient destinés à déposer des scaphandriers de l'autre côté de la côte de l'Adriatique pour mener des opérations de sabotage ou des opérations clandestines. Et puis il y a aussi quand même des sous-marins d'attaque, comme le sous-marin classe Méduse, date de 1912-1913. C'est un sous-marin d'une vingtaine de mètres de long, c'est le sous-marin type Laurenti que j'évoquais tout à l'heure, particulièrement efficace, pour mener des opérations, alors des opérations de blocus des ports, pour empêcher les cuirassés austro-hongrois de sortir, de Pôle par exemple, pour mener des opérations de blocus à Otrante, sur le canal d'Otrante, pour empêcher que les sous-marins allemands ne sortent de la base navale de Cataro, qui se trouve ici, sud de l'Adriatique, se trouvent les sous-marins finalement austro-hongrois et allemands, et qui, avant le barrage d'Otrante, avaient l'habitude de sortir, de mener des opérations dans le détroit de Sicile, ou dans la mer Tyrrhénienne, ou la mer Ligurienne, ici, pour gêner le trafic de marchandises, surtout en 1917. Alors ces sous-marins classe Méduse sont utilisés pour assurer une logique de défense en collaboration avec des navires de surface, finalement. Mais ces classes Méduse sont surclassés, si je puis dire, car ils sont rapidement vieux, vieillissants, surutilisés, et dès 1917 sont créés des sous-marins classe F, qui sont finalement comme la classe Méduse. J'ai une représentation ici pour montrer vraiment la coque profilée. Ce sont des sous-marins d'une trentaine de mètres, qui plongent à 30 mètres, qui sont idéalement faits pour mener une guerre en Adriatique, une mer peu profonde, et qui mènent des opérations surtout sur Pôle, Trieste, Fiume, ou dans les bouches du Qatar. Et puis à côté de ces sous-marins, il y a d'autres sous-marins qui sont nettement plus puissants, comme le sous-marin Pollino, je revenais tout à l'heure, le sous-marin Balil, en 1915. J'ai ici le plan d'un sous-marin intérieur, le sous-marin Balil, qui était fait pour les Allemands. Alors vous avez représenté la séparation entre les lieux de cabine pour l'équipage, ici, et pour les officiers et sous-officiers, on ne mélange pas quand même les torchons et les serviettes, si je puis dire, et au fond, les lance-torpilles qui sont à la poupe du sous-marin avec c'est un formidable instrument de guerre, mais le sous-marin Balil a été torpillé par
coulés par 2 torpilleurs au cours de la guerre. Et puis d'autres sous-marins qui sont encore très très puissants, bien plus puissants, de plus de 60 mètres de long, comme l'Antonio Pacino, qui par exemple, des moteurs très puissants, diesel et électriques, 5 lance-torpilles. Et ces sous-marins de 65 mètres sont utilisés surtout en mer Tyrrhénienne ou au large de la Sicile pour mener des opérations de défense, d'escorte, de protection, et avec une coque davantage profilée pour le combat en surface. Donc vous voyez que la flottille des sous-marins italiens était largement capable d'assurer une défense et une offensive. Défensive et une offensive dans un théâtre d'opération bien particulier. J'ajoute également que ces sous-marins ont été utilisés essentiellement dans la mer Adriatique, pour répondre bien sûr aux exigences tactiques que j'évoquais ce matin, mais aussi en mer Tyrrhénienne, et également des sous-marins classe H, 2 sous-marins, ont été utilisés pour mener des opérations en mer Libyenne, pour essayer, à partir de l'île de Malte, de mettre un terme aux relations ou au transport d'armes clandestines aux rebelles arabes, comme je le disais ce matin, qui gênaient la présence italienne. Et puis les sous-marins croisent aussi en Méditerranée orientale pour assurer la liaison par le canal de Suez en direction des possessions coloniales en Érythrée. Alors quel bilan pourrait-on tirer de cette utilisation des sous-marins? Bien, un bilan très médiocre au regard de la capacité offensive. Alors, première chose, ces sous-marins ont été utilisés très souvent. Le Delphine, qui est vieux, mène quand même 44 missions. Les Glauco, 65 missions. Les Méduses, entre 50 et 70 missions chacun, surtout défensives et également offensives. Et puis surtout les classes F, que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient destinées à l'offensive, même 200 opérations entre 1917 et 1918. Mais 3 bâtiments ennemis sont à peine coulés. C'est vraiment très maigre. Parce que la méthode utilisée est une méthode très simple. Les sous-marins opèrent par couple, ils se mettent en embuscade devant les ports, ils attendent tout simplement que ça arrive. Et les Austro-Hongrois, évidemment, ne sortent pas. Donc la technique est totalement nulle. Mais les sous-marins jouent un rôle quand même lors du canal d'Otrante, parce que sur le canal d'Otrante, on utilise beaucoup de haranguiers qui laissent dériver des filets de 100 mètres de long avec des grenades, de manière à prendre au filet les sous-marins allemands ou austro-hongrois qui voudraient franchir le canal d'Otrante. Donc on a 2 sous-marins italiens qui sont là en embuscade permanente au canal d'Otrante, qui permettent, dès qu'il y a un sous-marin ennemi qui est pris dans le filet dérivant, et qui, par la force des choses, remonte en surface parce qu'il a fait exploser une grenade, sont en embuscade pour pouvoir canonner le sous-marin ennemi, qui est lui-même attaqué par 3 divisions de torpilleurs et contre-torpilleurs, avec des bâtiments anglais et italiens qui croisent en permanence, et français qui croisent en permanence en surface. Donc, un bilan très maigre. Mais en même temps, beaucoup de sous-marins, si je puis dire, comparé au nombre engagé, ont été coulés. 8 sous-marins. Je dirais que ce n'est pas grand-chose. Mais sur les 8 sous-marins, 3 ont été coulés pour fait de guerre, dont le Belle-Île, coulé et torpillé, c'est très bien. 2 ont sauté sur des mines, et 3 ont été coulés par erreur. Ça fait beaucoup quand même, 3 sur 8. Un sous-marin qui a été coulé par un patrouilleur américain alors qu'il passait le détroit de Gibraltar en venant du Canada pour se rendre en Adriatique. C'est un sous-marin classe H qui a fait à Halifax au Canada. Un autre sous-marin près de Qatar qui est pris par un sous-marin anglais, qui est pris pour un U-boat, et coulé par un sous-marin anglais. Et un 3e sous-marin, qui est quand même le Guglielmotti, qui est un sous-marin posant de moyenne croisière, qui lui est confondu par un U-boat au large de l'île Giglio, qui est célèbre parce que Costa Concordia qui a coulé. Donc. Mais vous voyez que Giglio est un cimetière lieu maudit parce que ce pauvre Guglielmotti, coulé par un dragueur de mine britannique et cyclamen, l'équipage est mort quand même. C'est assez terrible. Je veux dire pour autant que cette guerre sous-marine, qui, là encore, comme je disais ce matin, a des avantages beaucoup plus politiques que militaires, a donné naissance quand même à un mythe que j'évoquerai demain lorsqu'on parle des enjeux culturels, parce qu'il se trouve que sur l'un des sous-marins, le Pollino, qui n'a pas de chance parce qu'il s'est échoué 2 fois. Une fois, il a été sauvé par un sous-marin italien
alors qu'il était attaqué par un torpilleur austro-hongrois. La deuxième fois, ça a été fatal en 1916. Là, on n'a pu rien faire. Mais dans ce sous-marin, Pollino était un irrédentiste, Nazarius Saur, que je représente ici, et qui est l'équivalent pour la marine de Cesare Battisti pour l'armée de terre. C'est-à-dire un irrédent qui déserte de la marine austro-hongroise en 1915, qui s'engage dans la marine italienne. Et en 1916, sur le Pollino, il s'échoue malheureusement au large de Fiume, il essaie de s'échapper, et puis il est pris par les Austro-Hongrois, condamné à mort et exécuté à Pola en août 1916. Et ce mythe de Nazarius Saur, que je développerai davantage demain, a fait l'objet d'une construction nationale italienne de propagande exaltant le sacrifice de ces sous-marins, avec 1937, à l'époque fasciste, ça j'évoquerai ça demain, une instrumentalisation et une récupération fasciste, parce que ces sous-mariniers, je voulais terminer là-dessus, incarnent quand même le surhomme, le courage, le sens du sacrifice, à la différence de ce que peut représenter le soldat italien après Caporetto, car n'oublions pas que le sous-marinier et le motoscafiste italien est la version positive de ce que peuvent être les caporetti, puisque c'est un mot qui fait florès à partir de la fin de l'année 1917. Voilà ce que je voulais vous dire sur les sous-marins italiens. Bien, merci à Hubert pour cette synthèse. Effectivement, nous disposons maintenant de 15 vraies minutes pour les questions de la salle. À vous. Ouverture du feu. Puisqu'il faut commencer donc une remarque et une question. Première remarque, dans un Arsène Lupin, donc dans un Maurice Leblanc, qui s'appelle L'île aux 30 cercueils, le sous-marin, et donc je pense que ça fait appel à un fantasme de l'opinion publique, le sous-marin, dirigé par un espion cosmopolite qui s'appelle Varsky, est en train d'aménager l'invasion du littoral par les îles, venues sous la mer par des sous-marins. Et donc, il y a comme ça une projection un peu fantasmée du sous-marin comme outil de débarquement qui ne mettrait pas son nom, tout du moins de débarquement d'espions. Ce qui me paraît être une vision de la guerre tout à fait remarquable par rapport à l'extrapolation culturelle que l'on peut faire de vos différents exposés respectifs. Ça, c'est la remarque. Par rapport à la question, je voulais savoir si, par rapport aux chiffres officiels que vous nous avez fournis, est-ce qu'il n'y a pas eu des chiffres gonflés ou des chiffres manipulés par la propagande? Quand il y avait des bateaux disparus, par exemple, est-ce que l'on n'a pas mis ça sur le dos de la guerre sous-marine pour instrumentaliser des pertes ou des naufrages dont on ne savait pas l'origine ou dont on ne savait pas l'identité, à propos desquels on ne savait pas les identifier? Alors, petite remarque avant de passer la parole aux spécialistes. Quand vous lisez des romans d'anticipation du fameux capitaine d'Henri, c'est-à-dire de lieutenant-colonel Drian, d'avant la guerre, il est tout à fait remarquable que d'Henri Drian évoque toute une série de possibilités d'armes du futur et que nous, historiens, après coup, a posteriori, on peut toujours se dire « Ah, c'était absolument génial, parce que c'est comme ça que ça a marché ». Mais n'oublions pas qu'il y a effectivement des évocations de sous-marins, mais il y a des évocations aussi de choses tout à fait irréalistes qui ne sont jamais devenues la moindre réalité du monde, hein, et qui ont pu aussi faire l'objet de cette littérature d'anticipation qui est gigantesque avant la Grande Guerre. Mais à l'inverse, on peut penser que ces romanciers font aussi état d'un certain climat et d'un certain fantasme collectif. Bien sûr. Mais le sous-marin, vous le trouvez aussi, par exemple, chez Sherlock Holmes. Bien sûr. Avec effectivement des cas précis. Hein, le Prospecting Town, par exemple, ce qui est une des aventures de Sherlock Holmes, qui est consacrée au vol d'un plan de sous-marin. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Je passe la parole au spécialiste. Oui, alors sur ce point, Laurent, je ne suis pas vraiment capable de répondre. Alors il y a des textes, il y a eu des textes qui sont parus dans l'entre-deux-guerres, en particulier sur la relation entre les sous-marins allemands et les Irlandais au moment des Pâques sanglantes de la Dublin. Pardonnez-moi, il y a eu un sous-marin allemand dans la première phase de la guerre qui a eu pour mission, au cours de sa patrouille,
de débarquer ou de récupérer, je crois, peu importe, 3 officiers irlandais. Mais bah, il y est pas arrivé. Ça n'a pas marché mécaniquement, il n'a pas trouvé les gars, mais la mission avait été donnée. Voilà, c'est un exemple que je connais parce que je viens de le voir maintenant. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je ne sais pas. Alors, le deuxième point qui porte sur, au fond, l'incertitude, les résultats, etc., etc. Alors, il y a en fait une double incertitude. Il y a une première incertitude qui est rapidement levée et une deuxième qui peut durer jusqu'à nos jours. La première incertitude, c'est sur les bâtiments marchands coulés. Il est certain qu'en temps de guerre, on a tendance, les Alliés ont eu tendance à minimiser ou à essayer de minimiser le nombre de bâtiments marchands coulés. Vous avez vu les statistiques du commandant Brézé. C'est très difficile de minimiser des chiffres pareils. D'autant que tous ces bâtiments sont inscrits sur des registres maritimes, le plus célèbre étant celui du Lloyd. Et bien sûr, assez rapidement, un bâtiment qui ne rejoint pas son port, on voit très bien. Donc l'incertitude sur ce sujet, elle a été levée assez rapidement. Il y a des croisements qui se font dès le temps de guerre. Donc la vraie incertitude, en revanche, puisqu'on est dans la guerre anti-sous-marine, c'est sur les sous-marins. Où ont été coulés, par qui et comment. Il y a encore aujourd'hui des archéologues qui, sur la côte britannique, s'intéressent pour savoir comment un sous-marin qui avait été déclaré coulé et perdu par 3 bâtiments britanniques se retrouve en fait encastré dans un bâtiment marchand qui s'appelle le Malvina, parce qu'il aurait pris son hélice aurait été pris par une mine. Bref, on a alors là sur ce point, oui, il y a des vrais, il y a des sous-marins dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas non plus par qui ils ont été coulés. Les conditions du combat naval, c'est vrai de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Je parle de la lutte anti-sous-marine. Je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est comme, mon camarade parlait de Douai, c'est comme dans la lutte aérienne. Vous avez 3 chasseurs qui abattent le même avion et qui chacun réclame la même affaire. Et donc il y a ces incertitudes-là qui demeurent pratiquement jusqu'à nos jours. Alors je viens parce que je parle avec Hubert, il n'existe pas à ma connaissance de projet, en tout cas en France, de sous-marins ayant été capables de débarquer des troupes. Et l'idée même des commandos à bord des sous-marins est une idée qui dépasse le cadre de la Première Guerre mondiale. Alors, juste un complément, on a 2 sous-marins italiens dont on suppose qu'ils ont été coulés parce qu'ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Voilà. Impossible de le savoir. C'est l'histoire de Syntex, sauf qu'on a retrouvé. Et alors, on imagine, on extrapole, on pense qu'ils ont touché une mine ou qu'ils ont été torpillés à tel endroit, à telle heure, parce qu'ils creusaient tout ça. Puis je veux dire que quelques sous-marins italiens ont transporté, comme je disais tout à l'heure, sous-marins de poche, des scaphandriers, des agents quand même sur les côtes d'Allemagne. Ça, c'est une réalité. Et c'est 1, 2, 3. Oui. Oui. Juste, on a beaucoup de nos visiteurs qui sont très surpris de découvrir que le sous-marin en fait existait avant la Première Guerre mondiale, parce que pour beaucoup ils pensent que c'est une invention qui date de cette époque. Et pour faire le lien avec la question que je voulais poser ce matin, est-ce que on explique ici que la Grande Guerre est la phase de transition entre le 19e et le 20e siècle, sur le plan de la marine et la technologie de la marine et des sous-marins? Est-ce que là aussi, on a la même configuration que pour beaucoup d'autres technologies? On passe d'une marine du passé à une marine moderne du XXe siècle, entre 14 et 18. Peut-être juste un mot avant de laisser la parole au commandant Brézé. Les outils, tous les outils existent à la veille de la guerre de 14. Le porte-avions existe à la veille de la guerre de 14. Le sous-marin existe, la torpille, la mine, l'hydravion, l'avion, le dreadnought, tout ça, ça existe. Ce que la Grande Guerre change, mais de manière considérable, c'est d'une part la quantité de ces outils qui sont produits, et c'est là où on peut parler de voie de totalisation, mais c'est surtout ce que les militaires appellent le concept d'emploi, c'est-à-dire la manière dont on se sert de ces affaires. On n'aurait pas prévu, à la veille de la guerre de 14, les flottes aériennes telles qu'elles existent en 1918. On n'aurait pas prévu non plus que ces escadres immenses resteraient au mouillage.
On n'avait pas prévu non plus que le porte-avions ou l'hydravion, les avions de reconnaissance pouvaient comme ça donner des éléments de renseignement aussi précis. On n'aurait pas non plus prévu les développements de la science et de la technique induits par la guerre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les outils en tout cas existaient. Oui, alors ce que je voudrais dire, on parle de sous-marins. Je pense que depuis le début de ce colloque, ce terme est tout à fait, surtout pour la guerre de 14-18, tout à fait inapproprié. Parce que le sous-marin, je vais vous expliquer pourquoi, il a existé en fait beaucoup plus tard. On devrait parler donc en fait de submersible, ou, le mot en plus existe, ou de torpilleur sous-marin, parce qu'il est surtout torpilleur. Et alors c'est là où on voit que finalement, alors qu'est-ce qu'un sous-marin? Un sous-marin, maintenant, mais je pense que c'est une notion tout à fait valable, c'est un bâtiment qui, je ne dirais pas peut se déplacer sous l'eau de façon illimitée, mais de façon très prolongée. Donc en fait, le véritable sous-marin, c'est le sous-marin nucléaire, point barre. Hein. Et alors, la transition, la transition, justement, elle n'est pas du tout entre les deux guerres. Hein, parce que si les Allemands, c'est ce que j'appellerais la seconde grande phase de la guerre sous-marine, c'est-à-dire celle menée par les Allemands entre 1939 et 1945, a également échoué, c'est que finalement, malgré évidemment pas mal d'améliorations, mais qui n'étaient tout de même pas tellement extraordinaires, la Seconde Guerre mondiale s'est faite avec les mêmes outils que la première. Et c'est la raison pour laquelle la flotte sous-marine allemande est allée une deuxième fois dans le mur. Hein, et ça a été le grand reproche que l'on peut faire à quelqu'un, par exemple, comme l'amiral Dönitz, hein, c'est que, comme disait ne sais plus, non seulement il est allé dans le mur, mais il est allé en klaxonnant. C'est-à-dire que jusqu'au bout, hein, il n'a absolument rien compris à ce qui se passait. Alors vous voyez quand même la transition, hein, si on voulait vraiment, si vous donniez une date sous serment, je vous dirais, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ce qui est extraordinaire pour la Première Guerre mondiale, que j'ai découvert en me penchant sur l'histoire justement des sous-marins allemands, c'est justement la profusion d'idées et la façon, si vous voulez, tout de même dont ça s'est développé de façon remarquable, avec des bâtiments tout à fait remarquables, assez rapidement, et dans toutes les marines, parce que je pourrais vous raconter sur la marine allemande ce que mon éminent collègue a raconté sur la marine italienne, hein, chacun, ne parlons pas des Français, Lobby, etc., ça a été extraordinaire, mais ça n'a pas donné vraiment de grands instruments de combat. Voilà. Une dernière question? Je voulais vous poser la question sur le plan culturel que vous évoquiez tout à la fin de votre exposé en évoquant cette héroïsation sous-marine. Ça m'a interrogé justement sur le rapport culturel à cette guerre sous-marine qui change un peu, même si elle n'est pas si nouvelle que ça, la donne. J'avais la comparaison en tête du fait que la Première Guerre mondiale modifie pour le combattant terrestre les conditions de la mort avec les bombardements massifs qui remplacent la mort en fusée, etc. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans le domaine maritime avec une nouvelle forme de combat, et quelle est la vision culturelle des contemporains sur cette forme de combat? Est-ce qu'elle est disqualifiée au nom du fait que c'est une guerre sournoise, indirecte, etc. Est-ce qu'au contraire elle gagne ses lettres de noblesse? Est-ce qu'il y a une culture d'armes qui sort à ce moment-là, etc., etc. Oui, mais si je vous réponds, alors il n'y a pas de table ronde de demain. Oui. Donc, oui, il faut venir demain. On sort le joker. Vous pouvez venir demain? Je crois comme... Non, vous ne pouvez pas venir? Ah bon, alors si vous pouvez venir, on en parlera demain. Je crois, comme modeste spécialiste de l'expérience combattante à terre, qu'il ne faut pas surdimensionner la nouveauté de 14-18 dans le combat terrestre. Il y a des changements imminents, et à mon sens, c'est sûrement pas la brutalisation qui a été décrite par certains, c'est la massification. La massification du champ de bataille et la puissance de feu issue de cette massification. Mais en termes de technique, à proprement parler du combat, vous savez, il faut savoir être modeste et regarder sur les conflits antérieurs. Ce que peut-être ceux qui ont employé le terme de brutalisation n'ont pas fait, justement. Mais vous regardez la guerre de sécession américaine, la Civil War américaine, vous regardez la guerre de 70, vous regardez les guerres russo-japonaises de 1904-1905, tout 1914 y est déjà. Absolument tout. Et les guerres balkaniques de 12-13.
Mais la nouveauté, en revanche, ce sont les armées de masse. Et ça, oui, c'est une vraie nouveauté. Quand sur le front de la Marne, sur 250 km de long, vous avez 1 million de combattants de part et d'autre, alors là, oui, la nouveauté, elle est là. Mais elle n'est pas dans des pseudo-franchissements de seuil. J'y crois pas un seul instant. Elle est dans la massification du champ de bataille. Maintenant, sur la nouveauté maritime. Ça va, Hélène, on est dans les temps? La nouveauté maritime, j'ai développé tout à l'heure le rôle de Cesare Laurenti qui avait compris que le sous-marin est insubmersible. Et bon, alors je ne vais pas me répéter, mais rendons hommage aux Italiens quand même, pour une fois, que les Allemands reconnaissent que les Italiens ont pensé la doctrine d'emploi des sous-marins avant eux et qu'ils ont pensé que les sous-marins pouvaient être submersibles avant eux. C'est pas mal. Et en plus, les Italiens, donc c'est pas mal. Juste un dernier mot pour la remarque du directeur de tout à l'heure. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les innovations, le matériel, l'outil. Regardez la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez les armes, regardez les outils dont disposent les Allemands. En 1945, ils ont l'avion en réaction, le Messerschmitt 262. Ils ont les fusées, les V1 et les V2. Ils ont l'arme atomique dans une certaine mesure. Et ils ont le char le plus puissant du monde, et ils ont un très très beau sous-marin, les types U-21 et suivants, qui est un sous-marin intéressant, mais surtout le schnorkel et quelques innovations comme celle-là. C'est pas eux le schnorkel. Non, mais enfin, ils ont quand même le sous-marin. Le 21, on s'en est servi par la suite pour fabriquer les nôtres, on en a même servi dans la marine nationale. Donc ils ont, si je puis dire, les armes de la guerre froide. À la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Merci. Ouais. Une question, c'est vrai qu'on utilise comme unité de référence NACI. On utilise comme unité de référence le BRT pour signifier les pertes. C'est vrai que même si ça donne un ordre de mesure qu'on peut standardiser sur tous les cas d'opération pour toutes les marines, c'est un peu désincarné. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur le nombre d'hommes tués par les sous-mariniers allemands, sur l'équivalent en tonnes de blé, de viande congelée, je ne sais quoi, de munitions, pour réussir étant enseignant, les élèves, si on leur parle de tonnage coulé, si vous voulez, ça reste abstrait. Maintenant, si on leur dit qu'il y a tant de milliers de tonnes de viande bovine qui ont été perdues, ou des équivalents, c'est beaucoup plus parlant. Mais c'est peut-être une question piège, excusez-moi. Il n'y a que des bateaux pièges. Il n'y a pas de question piège. Il y a un élément de réponse qui nous est donné, j'en profite pour vous présenter cet excellent ouvrage de Laurence Zonhaus qui s'appelle The Great War at Sea. C'est un professeur à Indianapolis qui a fait, à mon avis, un des meilleurs ouvrages sur la Grande Guerre sur mer, en attendant ceux qui peuvent paraître ici ou là. Il y a eu à peu près 18 millions de morts pendant la Grande Guerre. Zondaos dit qu'il y a 1% de morts sur les mers ou sous les mers. C'est un élément de réponse à votre question. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'à la fin de la guerre, à la fin de la Grande Guerre, ce 1% correspond aussi aux pertes militaires de la Marine nationale entre 1914 et 1918. Et ça, vous pouvez vous, enseignants, les comparer avec le nombre de pertes des fantassins, par exemple. Sur 100 fantassins français entre 1914 et 1918, 20 ne reviennent pas. Donc là, on a, c'est le moins qu'on puisse dire, un delta qui est intéressant et qui permet d'expliquer aussi une certaine désillusion, une amertume des marines, de la marine française en particulier, au lendemain de la Grande Guerre. Et on peut comparer aussi avec l'arme du génie en France, puisque l'arme du génie est l'arme qui a les pertes les moins élevées des combats terrestres. Ouais. Les sapeurs sont à 2,3. Ouais. Voilà. Quand même plus. Les sapeurs sont à 2,3 et les marins, on va dire, à 1%. Alors, les marins, il y a des marins dont on parle peu, trop peu, ce sont les marins de commerce. Et il y a sur les bords de la Tamise un très beau monument aux morts, aux marins de commerce tués. Alors là, c'est là où, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait sûr, il me semble me rappeler d'un chiffre tout de même de l'ordre de 60 000 morts. Ce dont je suis moins sûr, c'est de savoir si ça couvre les deux guerres ou si ça n'en couvre qu'une. Là, je suis désolé, mais bon, je ne vais pas préparer ce genre de statistiques. On a pris la peine de les calculer quand même. Hein,
Enfin, il faut les trouver, hein, parce que malheureusement, on ne les voit pas partout. C'est la Somme.